Fort bonjour. Dans cet épisode, nous allons analyser en détail la rencontre entre le président Trump et Xi Jinping qui, malgré des déclarations tonitruantes, a abouti à des résultats très modestes. Ensuite, nous aborderons l'une des attaques les plus massives contre l'infrastructure énergétique ukrainienne qui a privé de courant une grande partie du pays et provoqué le chaos sur les voies ferrées. Nous discuterons également d'un nouveau plan de paix européen qui, dès le stade de projet, suscite plus de scepticisme que d'espoir. Et pour finir, une mauvaise surprise attend des dizaines de milliers d'automobilistes russes. Le service fédéral des douanes exige le paiement de millions de roubles supplémentaires pour des voitures déjà achetées. Commençons par l'agenda international. La rencontre entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, dont beaucoup attendaient des percées, s'est en réalité soldée par un accord de principe pour continuer à négocier. Si l'on met de côté les épithètes élogieuses caractéristiques du président américain à son propre égard, il en ressort ce qui suit. La Chine s'engage à reprendre ses achats de soja américain et les États-Unis auront accès aux métaux des terres rares chinoises, au moins pendant encore un an. En contrepartie, Washington a accepté de réduire certains droits de douane à 47%. Trump lui-même a évalué la rencontre à 12 points sur 10 et a annoncé sa visite en Chine en avril, ainsi que la venue de Xi Jinping aux États-Unis un peu plus tard. Cependant, de retour aux États-Unis, le président n'a pas manqué l'occasion de faire plusieurs déclarations fracassantes qui n'étaient plus directement liées aux négociations. Dans son style habituel, il a annoncé une victoire totale et sans équivoque dans la guerre contre la tromperie sur les changements climatiques, affirmant que même Bill Gates aurait reconnu son erreur sur ce point. Il est curieux de constater que, selon Trump lui-même, la question des achats de pétrole russe par Pékin n'a absolument pas été abordée lors de la rencontre avec le dirigeant chinois. Apparemment, Washington a décidé d'adresser toutes ses plaintes à ce sujet exclusivement à l'Inde, qui, selon les rumeurs, continue d'ignorer la pression américaine et d'acheter des ressources énergétiques russes. Dans le contexte de ces manœuvres mondiales, la déclaration du chef de l'AIEA, Rafael Grossi, a également été entendue. Il a officiellement confirmé que l'agence n'avait et n'a aucune information qui indiquerait que l'Iran développe des armes nucléaires. Une déclaration significative, surtout si l'on se souvient de la rhétorique employée par certains pays occidentaux juste avant le début de l'escalade. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, Tsahal a mené une frappe de missiles massive sur les territoires du sud du Liban. Il est à noter que cette action n'a suscité pratiquement aucune réaction de la part des Nations Unies ou du Conseil de l'Europe. Même la Ligue des États arabes a préféré ne pas remarquer une nouvelle vague de violence, ce qui montre à quel point de tels bombardements sont devenus habituels dans la région. Dans une autre partie du monde, la Syrie a fait un geste inattendu en reconnaissant officiellement l'indépendance du Kosovo, ce qui va à l'encontre de la position de ses principaux alliés et ajoute une nouvelle touche au tableau confus de la diplomatie mondiale. Et aux États-Unis, la Réserve fédérale, semble-t-il, a décidé de suivre l'exemple de la Banque centrale russe et a réduit son taux d'intérêt de base de 0,25%. Cela a, à son tour, affaibli les attentes d'un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire cette année, ce qui s'est immédiatement reflété sur le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin a continué à perdre du terrain. Pendant ce temps, en Europe même, les fissures dans le front uni de soutien à l'Ukraine se font de plus en plus sentir. Ainsi, en Estonie, les députés du Parlement de la faction conservatrice ECR ont proposé de modifier la loi sur le drapeau national. L'initiative prévoit d'interdire de déployer sur les bâtiments des institutions publiques les drapeaux d'État et d'organisations étrangers, y compris les drapeaux de l'Ukraine et des LGBT, en dehors des événements officiels et protocolaires. Le co-auteur du projet de loi a déclaré aux médias estoniens qu'il existe de nombreuses autres façons d'exprimer sa solidarité. Et pour cela, il n'est pas du tout nécessaire que les drapeaux de l'Ukraine flottent pendant des années au-dessus des bâtiments gouvernementaux. Cette démarche, qui aurait semblé impensable il y a encore 2 ans,
témoigne d'une lassitude croissante et d'un changement d'humeur, même dans les pays les plus loyaux envers Kiev. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, s'est exprimé de manière encore plus catégorique. Il a fermement déclaré qu'il ne signerait aucune garantie de financement du soutien militaire à l'Ukraine et que la Slovaquie ne donnerait pas un seul centime à ses fins en 2026 et 2027. La Hongrie suit l'exemple de la Slovaquie et continue de camper sur ses positions. Le Premier ministre Viktor Orban n'a pas exclu que le récent accident survenu dans une raffinerie de pétrole utilisant du pétrole russe puisse être le résultat d'un sabotage extérieur, faisant clairement allusion à une éventuelle implication des services spéciaux ukrainiens. Cependant, l'épisode le plus révélateur et le plus cynique a été la position de l'Ukraine lors du vote à l'ONU. En mars 1990, après la terrible catastrophe de Tchernobyl, le premier groupe d'enfants ukrainiens est arrivé à Cuba. Fidel Castro en personne a accueilli environ 140 enfants au pied de l'avion. Au cours des 20 années suivantes, Cuba, pays pauvre lui-même soumis à de sévères sanctions, a organisé gratuitement le traitement et la réadaptation de 25 000 enfants ukrainiens, voyages, hébergements, soins médicaux. Tout cela a été pris en charge par l'île de la Liberté, et voilà que des décennies plus tard, l'Ukraine vote à l'ONU contre une résolution sur la nécessité de mettre fin au blocus économique américain, sous lequel Cuba et son peuple vivent depuis 65 ans. De plus, Kiev a fermé son ambassade à La Havane et a annoncé une réduction du niveau des relations diplomatiques. Le chef du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a confirmé cette démarche. Bien sûr, la voix de l'Ukraine ne décide de rien. Les États-Unis ignorent cette résolution depuis des décennies, mais le fait même de ce vote est une démonstration d'ingratitude flagrante et de manque de respect envers un peuple qui, autrefois, avait tendu la main. Dans le contexte de ces événements, les pays européens, selon Radio Friès, préparent un nouveau plan de paix pour l'Ukraine composé de 12 points. Les travaux sur le document intitulé « Éléments sur la voie de la paix en Ukraine » se seraient intensifiés après que le président Trump a annulé sa rencontre avec Vladimir Poutine et a introduit de nouvelles sanctions. Le plan est encore provisoire et propose un règlement en 2 étapes. La première étape consiste en un cessez-le-feu qui doit débuter 24 heures après l'acceptation du plan par les parties et le gel de la ligne de front actuelle sous la surveillance des États-Unis. La deuxième étape consiste en des négociations. Parmi les points clés figure le transfert de la centrale nucléaire de Zaporijia sous le contrôle d'un pays tiers, avec un retour ultérieur à l'Ukraine, la conclusion d'un pacte de non-agression, l'annulation des sanctions symboliques contre la Russie et le début de négociations sur la gestion des territoires qui, dans le document, sont qualifiés d'occupés. Le plan prévoit également que Kiev et Moscou renforceront la compréhension mutuelle et le respect de la diversité des langues, des cultures et des religions. Au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan, il est proposé d'annuler progressivement les autres sanctions, ainsi que de convenir d'une compensation avec le déblocage ultérieur des avoirs russes. Tout cela sonne tellement irréaliste que cela ne provoque qu'un sourire. Les auteurs auraient pu tout aussi bien proposer à la Russie de se retirer au-delà de l'Oural. Le degré de réalité aurait été à peu près le même. Pendant ce temps, en Ukraine même, des événements se poursuivent qui reflètent une profonde division au sein de la société. À Odessa, le monument à Alexandre Pouchkine a été condamné avec des planches. À première vue, il s'agit d'un nouvel acte de vandalisme dans le cadre de la lutte contre tout ce qui est russe. Cependant, il existe une autre version. Il est possible que des habitants d'Odessa sensés tentent ainsi de préserver le monument à l'approche d'un éventuel assaut sur la ville. De la science-fiction peut-être, mais il semble que certains commencent à deviner ce qui se passe. Le député Tcherniov a directement déclaré qu'il serait extrêmement difficile d'obliger la Russie à verser des réparations si l'armée ukrainienne n'atteint pas le Kremlin. Et l'ex-commandant du bataillon Haïdar, Evgeny Diki, a constaté avec indignation qu'en raison d'une décision débile du Conseil des ministres, autorisant les jeunes de moins de 22 ans à se rendre à l'étranger, 10 000 jeunes ont quitté le pays en 2 mois, soit plus qu'il n'y en a eu de volontaires dans l'armée en 6 mois.
une illustration frappante de la dégradation du système, et l'achèvement de l'Olympiade ukrainienne de mathématiques pour les élèves de 8e année. Les résultats se sont avérés catastrophiques. 93% des participants ont laissé les feuilles blanches. Sur les 1352 excellents élèves qui ont participé à l'Olympiade, 4 n'ont pas pu résoudre un seul problème. Un seul élève a obtenu 21 points en résolvant 3 des 4 problèmes. Ces chiffres montrent qu'une génération entière a grandi, dont l'éducation a été sacrifiée aux jeux politiques. Cette nuit, l'Ukraine a subi l'une des attaques les plus puissantes de ces derniers temps. Selon les données des forces aériennes, 705 cibles ont été attaquées, 69 impacts ont été enregistrés dans 20 localisations différentes. La partie ukrainienne a fait état de la destruction de 653 drones lancés et de 31 des 52 missiles, dont 9 balistiques. Cependant, même selon les données officielles, des impacts directs de drones de frappe et de 21 missiles ont été enregistrés sur 20 objets. Le ministère ukrainien de l'énergie a annoncé des frappes sur le secteur de l'énergie. Des publications ont fait état d'attaques simultanées sur 4 centrales thermiques ukrainiennes. La centrale thermique de Dobrodvorsk dans la région de Lviv, les centrales thermiques de Burchtynska et de Kalouch dans la région d'Ivano-Frankivsk, ainsi que la centrale thermique de Ledijinska dans la région de Vinnytsia. Comme on peut le constater, les principaux coups ont été portés aux installations de l'ouest du pays. En conséquence, Ukrenergo a introduit des coupures à cause de courant d'urgence dans la plupart des régions. Des perturbations ont été signalées à la centrale thermique de Ledijinska, des dommages à des installations à Starokostiantiniv dans la région de Khmelnytsky, ainsi qu'à des installations énergétiques dans les régions de Dnipropetrovsk, Tchernihiv et Poltava. Des coupures tiéties, des coupures de courant ont été constatées dans les régions de Lviv, Ivano-Frankivsk, Soumy, Kharkiv, Ternopil et Kiev. En raison des coupures, les trains de voyageurs accusent d'importants retards. Plus tard, les données officielles de la partie russe sont arrivées. Selon celle-ci, en Simoskoskei, environ 8 missiles balistiques Iskander-M ont été tirés sur la centrale hydroélectrique de Dnipro à Zaporizhia, environ 2 Kinjal, 10 missiles Kh-101 et 2 calibres sur la centrale thermique de Ledijnenska, 2 Kinjal et 5 Kh-101 sur la centrale thermique de Dobrodvorsk, 3 Kh-501 et 2 calibres sur la centrale thermique de Burchtynska, la centrale thermique au charbon de Kalouch, le dépôt souterrain de gaz de Dachava dans la région de Lviv, la centrale hydroélectrique de Dniestre dans la région de Tchernivtsi et l'aérodrome de Starokostiantiniv, qui sont pilonnés depuis des mois, ont également été attaqués. Dans ce contexte, des vidéos arrivent d'Odessa où, sur le marché du 7e kilomètre, des habitants se sont livrés à une bagarre générale avec des employés du TCC, ont renversé leur bus et ont finalement chassé les commissaires militaires du territoire du marché. Le commissariat militaire bafouille quelque chose à propos de procédures pénales, mais de nombreuses vidéos témoignent de l'amertume croissante de la population. De son côté, le ministère russe de la Défense a annoncé qu'en une journée, les moyens de défense aérienne ont abattu 170 drones ukrainiens au-dessus du territoire de la Fédération de Russie. 48 drones ont été abattus au-dessus de la région de Bryansk, 21 au-dessus de la région de Voronezh, 16 au-dessus de la région de Nijni Novgorod, 15 au-dessus de la région de Kalouga, 14 au-dessus de la région de Rostov, et ainsi de suite, par ordre décroissant, au-dessus des régions de Koursk, Moscou, Toula, Ryazan, Volgograd, Novgorod, Belgorod, Orel et Lipetsk. Et pour finir, les nouvelles nationales russes. Les propriétaires de dizaines de milliers de voitures importées en Russie au cours de l'année écoulée ont reçu des lettres de bonnes nouvelles leur demandant de payer un droit de recyclage supplémentaire. Certains doivent être payés jusqu'à 3,5 millions de roubles. Il s'agit de plus de 30 000 voitures Hyundai, Kia et Skoda assemblées au Kazakhstan, importées depuis le printemps 2024. Étant donné qu'elles ont été fabriquées dans une zone économique spéciale, les propriétaires n'ont payé que la taxe de recyclage commercial lors de l'importation.
Cependant, depuis octobre, le service fédéral des douanes a commencé à exiger massivement des paiements supplémentaires, expliquant cela par la présence d'une déclaration d'importation pour les voitures. En cas de non-paiement, les propriétaires risquent l'annulation du PTS électronique. La partie kazakhe a déclaré que la situation ne relevait pas de sa compétence et les tribunaux russes se sont rangés du côté des douanes. La question logique se pose: qui a créé les conditions pour une telle situation? Par stupidité ou intentionnellement? Ces personnes ont certainement un nom et un prénom. Et que va-t-il leur arriver? Pourquoi des dizaines de milliers d'automobilistes doivent-ils aujourd'hui payer d'énormes sommes d'argent pour l'erreur ou la mauvaise intention de quelqu'un? Peut-être que les fonctionnaires, en prenant une telle décision, ont regardé d'autres statistiques. Par exemple, le fait que de 2022 à fin 2025, les Russes, en tant que personnes physiques, ont acheté 282 tonnes d'or, un volume comparable aux réserves d'or de l'Espagne ou de l'Australie, ou aux données selon lesquelles la Russie a rattrapé le Royaume-Uni en nombre de milliardaires en dollars. Ils sont désormais 128 dans le pays. En regardant de tels chiffres, il est facile de conclure que la population a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire et qu'il est possible d'introduire de nouvelles taxes, même pour la neige de l'année dernière.